Christophe Barbier, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Dictionnaire amoureux du théâtre. C'est un très gros livre publié aux éditions Plomb, un livre de plus de 1100 pages et qui nous permet de découvrir le théâtre des origines jusqu'à aujourd'hui. Alors, tout y passe. C'est-à-dire que on peut y trouver à la fois le monde des décors, des acteurs, des auteurs, les grands thèmes qui ont touché le théâtre, que ce soit la censure ou les étapes même de la mise en scène d'une pièce, c'est-à-dire ça va de l'écriture jusqu'à la générale, ces grands moments, bien entendu. Et pour vous, on a l'impression que le théâtre fait partie véritablement de votre vie. Alors, la question que je peux me poser, c'est que vous êtes très très connu en France pour être un acteur de la vie journalistique. Vous êtes directeur d'un hebdomadaire formidable qui est l'Express. Vous êtes aussi un journaliste hors pair qui est un journaliste, mais là, journaliste politique. Vous avez le temps d'aller au théâtre ? Ah oui, j'ai le temps, je le prends et c'est nécessaire. Non seulement pour faire respirer un peu cette vie professionnelle, mais aussi parce que parfois je me dis que le théâtre c'est la vraie vie, le vrai monde et que c'est finalement dans le monde réel qu'on joue des rôles. Et tous les rôles que vous avez décrits, directeur de journal, journaliste politique, mais les politiques eux-mêmes ne sont peut-être finalement que des comédiens. Il y a une vérité, en tout cas une sincérité au théâtre qui me repose. J'apprends beaucoup, je médite beaucoup aussi quand je vais au théâtre. Et puis le théâtre, c'est une part importante de notre histoire. On parle politique, mais il n'y aurait pas eu de Révolution française sans le mariage de Figaro. Il n'y aurait pas eu de réflexion sur la Révolution française 200 ans après ou 100 ans après, quand il y a eu Victorien Sardou et Thermidor. On a une histoire collective nationale marquée par des épisodes de théâtre. Victor Hugo, c'est le théâtre et c'est la politique. Molière, c'est évidemment à l'ombre du roi, un auteur qui fait bouger la société française de l'époque. Donc nous sommes intimement liés à cette histoire théâtrale. Alors, dans l'histoire de Christophe Barbier, à quel moment le journaliste et l'amoureux du théâtre découvre-t-il le théâtre ? Je le découvre d'abord adolescent, quand on travaille quelques scénettes en classe et quand cela finit par donner un spectacle qui était Cyrano de Bergerac, qui m'a été je l'ai vécu comme une aventure fondatrice. J'ai été le 24 juin 84 véritablement foudroyé en ayant ce privilège infini. Une révélation, en 24 juin 84, vous vous souvenez comme ça ? Je m'en souviens, mais je le revis en vous le racontant. Je revois les images, la première fois sur scène avec ce texte formidable, Cyrano, et puis à la fin, cette espèce de houle, d'orage incroyable, mystérieux, et quand je rouvre les yeux, parce que Cyrano vient de mourir, ça s'appelle les applaudissements. Et cette découverte-là, c'est comme une brûlure au fer rouge. Et depuis, je n'ai jamais cessé d'être amoureux du théâtre, mais de tous les théâtres. Je l'ai aimé comme lecteur, comme spectateur, comme critique, puisque j'ai eu la chance d'être critique de théâtre et d'aller 250 fois par an voir des pièces. Et puis ensuite d'être auteur, de passer du côté des comédiens, de les voir vivre, de les voir s'emparer d'un texte. Et je crois que j'ai encore des pans entiers de ce petit monde à découvrir. En parenthèse, pourquoi n'avez-vous pas choisi la comédie ou le drame ou les planches plutôt que le journalisme ? Pour 2 ou 3 raisons. D'abord parce que je pense qu'au fond de moi-même, je ne m'en sentais pas capable. C'est des métiers terriblement difficiles. Ensuite, parce que je voulais garder la pureté de la passion qu'on a dans le théâtre amateur. Je joue une 50aine de fois par an avec mes camarades du théâtre de l'Archicube. Et ce n'est pas pour gagner notre vie. Ce n'est que pour la passion et que pour le plaisir. Et ça, c'est un privilège. Et puis, je dois dire aussi que la fin de politique, l'envie de voir l'histoire se faire au fur et à mesure de l'actualité politique, je ne voulais pas le sacrifier. En étant parfois devant le spectacle politique, j'ai l'impression de continuer à être au théâtre. Oui, alors cela dit, vous mettez en scène des pièces et vous continuez, et vous en écrivez. Oui, j'ai toujours eu envie de participer, mais à ma place, c'est-à-dire occasionnelle, à la vie des comédiens professionnels, pour voir comment c'était de leur côté du miroir. Je ne regrette absolument pas mon choix, ne pas les avoir rejoints dans cette vie-là, mais quel bonheur que de fréquenter ces étranges animaux, comme disait Molière. Alors je le disais il y a un instant, 1100 pages, un peu plus de 1100 pages, un vrai bonheur en tout cas pour tous ceux qui aiment le théâtre, et on est nombreux en France, je crois, toujours à aimer le théâtre. Il n'y a qu'à voir le succès d'Avignon et puis même la totalité des théâtres aujourd'hui, qu'ils soient en province ou à Paris, on trouve souvent difficilement une place. Et dans ce livre-là, on prend le théâtre à ses origines jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'on arrive à trouver le théâtre, quand il démarre, disons, à peu près il y a 2500 ans. Oui, chez les Grecs, et l'histoire de la démocratie commence en même temps, donc ce sont des histoires parallèles que nous continuons à vivre.
Et puis après, chaque nation y apporte sa culture. Avec Goldoni ou Pirandello, l'Italie a une histoire du théâtre en lien avec la Commedia dell'arte qui est profondément nationale. La France, bien sûr. Quant à Shakespeare, que serait l'Angleterre si elle n'avait pas eu Shakespeare? Que serait-on d'ailleurs, nous, qui regardons l'histoire, qui regardons la politique, si on n'avait pas Shakespeare comme compagnon? Ça a donné à l'époque une révolution en Angleterre, la fermeture de tous les théâtres. D'abord, ils ont eu du mal à s'en remettre, mais ils sont revenus. Et nous avons eu trois noms considérables il y a 300 ans, Corneille, Racine et Molière. Et Molière, avec trois faces très différentes de notre théâtre. Moi, j'ai un faible Et pour... peut-être de notre tempérament. Et de notre tempérament, et de notre histoire politique aussi. J'ai un faible pour le jeune Corneille, celui des comédies jusqu'au Cid, jusqu'au Menteur. Et ensuite, Richelieu le fait rentrer dans l'Académie, et il devient un serviteur de l'État et de la monarchie absolue. Racine, c'est avec le jansénisme un auteur qui va fermer le théâtre français et le rendre très clos. Il faudra l'explosion Beaumarchais, et après les romantiques, pour relancer la vie du théâtre français. Racine a scellé un couvercle de plomb avec des boulons qui étaient ses alexandrins, magnifiques alexandrins, mais terrible dictature politique presque du jansénisme racinien. Et puis Molière au milieu, Molière c'est l'esprit français, la langue de Molière c'est la nôtre, l'esprit de Molière c'est le nôtre. On le dit d'ailleurs. Hein. Bien sûr, on le dit comme ça. La langue de Molière. Je pense que Molière nous a appris à être nous-mêmes et à faire bouger notre société, nos mœurs, nos mentalités, quels que soient les régimes politiques. Et ça, il nous a offert une forme de liberté personnelle incroyable. Le libre arbitre, Descartes en est peut-être le théoricien, mais Molière en est le praticien. Il le met à notre hauteur. Alors, est-ce que ce sont ces trois auteurs dramatiques qui vous sont les plus proches? Pas les plus proches. Je pense que c'est ceux qui structurent notre histoire du théâtre et notre mentalité de spectateur ou d'auteur. Mais j'ai un faible pour les romantiques. Lorenzaccio de Musset, c'est un monstre de théâtre tellement bouleversant. Et puis, Cyrano, que j'ai joué, qui a été mon éveil au théâtre, c'est irremplaçable comme émotion. Mais je crois aussi que la France est aussi le pays de la gaieté, de l'humour, de l'esprit, et qu'on ne peut pas écrire une histoire et la valider sans que Labiche, Feydeau, Guitry soit aussi au pinacle de ses auteurs. Et puis, nous sommes un pays qui continue à avoir des auteurs vivants qui ont un grand succès à l'étranger. À l'heure où nous parlons, Yasmina Reza triomphe dans de nombreuses scènes à travers le monde. Florian Zeller est à la conquête de l'Angleterre et de l'Amérique. Éric Emmanuel Schmitt, de même. Et puis ceux qui ont disparu, Coltès ou d'autres, Lagarce. Et ça, c'est un patrimoine vivant. Il n'y a pas beaucoup de pays qui continuent à avoir des auteurs de théâtre qui sont incrustés au cœur de notre patrimoine, de notre culture. J'espère que l'un d'entre eux aura un jour le prix Nobel, comme Dario Fo ou Pinter ont pu l'avoir pour leur pays respectif. Oui, et il y a peu de temps, en tout cas pour Pinter. Alors, passons maintenant aux acteurs et aux actrices. Acteurs du temps passé que vous n'avez peut-être pas connus. Que je n'ai pas connu et dont on n'a pas d'enregistrement, évidemment, parce voilà. et que j'aurais aimé être. J'aurais tellement aimé être Lagrange, le compagnon de Molière, qui a écrit son journal. J'aurais tellement aimé être Talma, qui a redressé le théâtre français après la Révolution et qui a donné des cours de diction à Napoléon. Ou Lequin, qui a été l'acteur fétiche de Voltaire. Ou bien sûr, Coquelin ou Mounet-Sully, des mythes vivants. J'aurais aimé être Sarah Bernard, bien entendu. Mais peut-être aussi Rachel et son destin tragique. J'aurais tellement aimé être aussi la Duparc et être à la fois la disciple de Molière et la maîtresse de Racine. Mais bon, hélas, ces destins-là me sont interdits. On est obligé aujourd'hui de les rêver, de les réinventer. Alors, vous les rêvez, vous les réinventez, mais il y a quelques destins qui sont des destins qui vous sont donnés à voir aujourd'hui, des destins réels de personnes existantes. Et donc là, il y a des acteurs que vous aimez bien, oui, bien sûr. et que vous pouvez rencontrer. Que je peux rencontrer. Et c'est toujours formidable de les voir travailler, de voir ce que ça donne sur le plateau et de voir leur inconscience quand ils en sortent. Très peu sont capables de décrire ce qu'ils ont fait. Ils le font de manière instinctive, naturelle. Ils ne sont pas des penseurs de leurs choses. Ils ne sont pas des théoriciens. Ce sont des instruments de musique et ils jouent sur eux-mêmes. Alors, il y a quelques acteurs qui échappent à cela et qui arrivent à jouer et à penser leur jeu. Quelqu'un comme Denis Podalides, par exemple, apporte beaucoup à la réflexion sur le jeu de l'acteur. Quelqu'un comme Didier Sandre va être au contraire uniquement dans l'instinct, dans la passion partagée et dans la manière si sacrificielle de se donner à l'émotion théâtrale. Et il faut dans un petit zoo des comédiens de ce pays, des gens qui puissent faire les deux. Parler de ce qu'ils font,
le théoriser et simplement parfois le vivre et nous le faire partager. Il y a chez les acteurs et les actrices quelque chose d'enfantin qui est terriblement fragile et terriblement touchant. Elsa Le Poivre de la Comédie Française, avec laquelle j'ai eu la chance de travailler, m'a dit au soir de la dernière, quand je lui disais mais quelles sont tes ambitions, qu'est-ce que tu as envie de jouer, elle m'a dit oh tu sais j'ai un amoureux, un bouquet de fleurs, je suis heureuse. Et il faut être dans cette inconscience-là pour être une comédienne qui s'offre sur scène et qui nous donne tant de bonheur. Êtes-vous séduit par une actrice? Oh, je Une suis comédienne, amoureux de tant d'actrices. Elsa, que je décrivais à l'instant, je l'ai découverte à 22 ans. J'étais allé la voir jouer à Agen. Elle jouait à ce moment-là un Marivaux. Et quand elle est entrée en scène, elle m'a crucifié le cœur. Et depuis, je la suis. Et c'est à chaque fois un bonheur formidable. Et je suis heureux d'être né à une époque où je peux voir jouer une actrice comme Elsa Le Poivre ou quelqu'un comme Suliane Brahim ou d'autres. Ludmilla Michael, Fanny Ardant sont des actrices qui, elles aussi, quand je les ai vues dans Partage du Midi pour Ludmilla Michael ou dans La Musica deuxième de Duras pour Fanny Ardant, j'ai eu du mal à me lever de mon fauteuil à la fin parce que j'ai cru que l'émotion qui m'avait envahi allait m'emporter définitivement. Le théâtre est un endroit où je pourrais mourir. Sur scène, c'est le rêve de tout comédien, un peu comme Molière est presque mort sur scène, ou bien dans mon fauteuil, parce qu'à un moment, le degré de bonheur est tel que vous ne songez qu'à disparaître. Christophe Barbier, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que le théâtre est un monde qui est plein de superstitions. Alors, oui, je ne sais sûr. pas si on se Bien relève sûr. d'un fauteuil et s'il y a des fantômes. Il y a des mythes et des superstitions. On ne dit pas Macbeth, on dit la pièce écossaise, sinon ça porte malheur. On ne porte pas de verre, bien sûr. On ne dit pas corde, parce que les techniciens viennent du monde des marins. Donc on dit fil, drisse, bout, mais pas corde, jamais. Et puis il y a tous ces mots qui font partie de notre vocabulaire commun. Faire un four, c'est tout simplement parce que quand il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, on éteignait les bougies pour faire des économies. Et il faisait noir comme dans un four. Pourquoi on dit merde aux comédiens? Parce qu'on leur souhaite de la merde, c'est-à-dire beaucoup de crottins de cheval devant le théâtre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de calèches qui sont venus, qu'il y a beaucoup de spectateurs. Et d'autres nations disent autre chose. Break a leg, par exemple, casse-toi une jambe pour les anglo-saxons. Donc, tout ce vocabulaire, toute cette culture du théâtre, elle est en nous, elle est dans notre langage commun. À une époque comme la nôtre, où le cinéma, la télévision ont pu conquérir beaucoup plus de spectateurs, c'est bien de savoir que dans nos gènes culturels, il y a cet apport du théâtre. Vous ne pourriez pas imaginer une vie sans théâtre? Ah non, je ne pourrais pas imaginer une vie sans théâtre. J'adore aller au théâtre. J'aime même voir des mauvaises pièces parce que j'apprends. J'apprends ce qu'il ne faut pas faire et je sais ce que c'est quand on est sur scène et que ça ne marche pas. Je sais quelle est cette douleur intime du comédien qui monte quand même au feu. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Merci infiniment. Voilà, je rappelle le titre de votre livre, Dictionnaire amoureux du théâtre, publié aux éditions Plomb. Alors, c'est un livre, faut être honnête, qu'on picore. Oh, bien sûr, il faut aller à ses coups de cœur, il faut se promener comme dans tous les dictionnaires. D'une traite, Non, bien mais sûr. il est formidable. Il est de A à Z, mais il se lit dans le désordre. Merci beaucoup. Merci à vous.